Je m'appelle Thibaut Wartel, je suis le président de l'association Laïka qui organise cette conférence. Hem, Laïka, c'est une association étudiante de l'école d'ingénieurs ICEN Lille, donc c'est une école des Hauts-de-France. Hem, donc on essaye de promouvoir les domaines de l'aéronautique, du spatial et des énergies renouvelables. Donc pour faire ça, on organise, des conférences tous les mois ou tous les 2 mois et on fabrique un ballon stratosphérique dans notre école. Nos 2 dernières conférences, elles portaient sur la matière noire et aussi, sur l'industrie aérospatiale. On s'est aussi rejoint pour visionner, l'atterrissage du rover Persévérance et on sera là pour, le décollage de Thomas Pesquet le 22 avril. On vous attend ici pour visionner ça ensemble. Donc du coup, ce Discord que vous avez rejoint, vous pouvez, l'utiliser pour échanger entre vous, partager, sur votre passion. De notre côté, on essaye de partager de l'actualité spatiale, dans le salon news et sentez-vous libre vraiment d'interagir, de partager ce que vous trouvez et cetera, pour qu'il y ait vraiment une cohésion. Et si vous souhaitez par contre poser une question ou réagir à la conférence, utilisez le salon, chat qui est prévu pour ça. Pour des raisons techniques, c'est possible qu'on doive lancer plusieurs streams. Donc là, pour l'instant, il y a le stream d'Eric et celui de Conférence SpaceX. Si vous avez du mal ou si vous n'êtes pas, familier avec Discord, n'hésitez pas à demander aux modérateurs, ils sont là pour vous aider. Vous pouvez utiliser le salon support ou bien vous pouvez leur envoyer un message directement et on va tout faire pour vous aider. Normalement, il y a pas de problème, pour rejoindre la conférence. Et donc du coup, pour finir, je voudrais dire un grand merci à Eric pour partager avec nous, ses connaissances et je vous souhaite, à tous, de la part de l'association Laïka, un bon visionnage. Bon, j'espère que vous m'entendez tous bien. Bienvenue pour, cette petite, présentation sur SpaceX. Avant toute chose, je m'excuse si jamais il y a un petit problème technique parce que j'ai pas l'habitude de streamer sur Discord. J'espère que le son sera bon et j'espère surtout que vous allez passer un bon moment. De façon un peu traditionnelle, je vais faire un petit peu la présentation. Heu, c'est pas un truc, super sérieux non plus, super carré. Je pense qu'on pourra surtout en discuter après et prendre les questions après, sauf s'il y a vraiment un problème, au cours de cette petite. Alors je vais la passer en grand. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc on va parler de SpaceX, hein, il y a pas de surprise, et surtout on va parler de comment SpaceX est devenu un géant de l'industrie spatiale américaine. Juste avant, je vais peut-être, me présenter un tout petit peu. Donc je suis, rédacteur espace pour être précis ou journaliste spatial si vous préférez. Donc j'interviens, sur différents supports, sur le numérique, sur des journaux, spécialisés, imprimés aussi. Et ce depuis 2017, j'ai écrit un bouquin et du coup, les gens finissent par penser que j'ai une certaine légitimité à parler de sujets spatiaux donc me voilà. Et du coup, ben, on va parler de SpaceX. Un 2e, petit ajout avant de démarrer, toutes les images de cette presse, sont, issues directement du Flickr de SpaceX, donc les droits sont à eux et évidemment, on va essayer de déchiffrer un petit peu, l'entreprise et ce qu'ils sont devenus. On va pas revenir sur tout ce que SpaceX a fait parce que ce serait très long et honnêtement, il y en a pour 20 ans. Le but, c'est pas forcément de donner le plus d'informations possible, mais peut-être de reculer et de se demander comment ils en sont arrivés là. Voilà, j'ai fini avec mes petits ajouts. Donc, comment est-ce que SpaceX est arrivé à devenir, SpaceX? Alors, SpaceX aujourd'hui, c'est un géant du spatial, du 21e siècle, ça fait, aucun doute. Ceux qui disent le contraire, ils sont pas vraiment, droits dans leurs chaussures. L'entreprise, elle a 19 ans, elle a été fondée en 2002 par, qui vous savez. Hem, Ils ont réalisé donc 5 lancements de Falcon 1, plus de 113 lancements de Falcon 9, en comptant celui d'hier, 3 lancements de Falcon Heavy et ils sont actuellement sur une série, de 88 tirs réussis d'affilée, donc c'est assez exceptionnel. C'est pas un record au niveau du secteur,
mais ça place directement SpaceX parmi les entreprises les plus fiables ou en tout cas ceux qui ont le lanceur le plus fiable. Ils lancent des satellites depuis 2018, des satellites SpaceX, Starlink depuis 2018 et ils en ont actuellement lancé à peu près 1 370. Alors j'ai peut-être raté un lancement dans mon décompte, mais en tout cas ça va pas changer grand-chose à la, à l'étendue des données et ils en sont actuellement à 6 astronautes et avec le vol de Thomas Pesquet, ils devraient passer à 10 d'ici la fin du mois. Donc il y a déjà 10 lancements, de SpaceX qui ont eu lieu cette année. Ce sont eux qui mènent, si on peut dire, la course au niveau des lancements et c'est pas un hasard puisque l'entreprise, eh ben, c'est tout simplement, l'une des 3 plus grosses entreprises du spatial aujourd'hui. Ils emploient 9 500 personnes sur, 4 sites, 4 sites principaux, hein, il y en a d'autres, ils ont par exemple un petit bureau à Washington pour aller parler aux politiciens, mais bon celui-là, je l'ai pas compté. Avec, on va dire Boeing qui regroupe aussi ses activités de défense avec le spatial. C'est l'une des plus grosses entreprises. Ils sont plus gros qu'Ariane Group, ils sont plus gros que les Russes et pour la Chine, eh bien, c'est un petit peu opaque puisque ce sont des industries d'État. Donc on ne sait pas toujours comment les différencier les unes des autres et elles sont souvent, interconnectées. Donc SpaceX, c'est aussi une entreprise qui est respectée, soutenue par les États-Unis. Ils ont des capacités de levée de fonds qui sont titanesques, notamment, bah, tous les ans, SpaceX lève en ce moment entre, 1,5 et 2,5 milliards et ce sans pouvoir, enfin sans montrer leurs comptes. Donc, c'est toujours une source de débat pour savoir si oui ou non l'entreprise est rentable ou pas, ou si elle utilise, uniquement cet argent pour investir dans ses grands projets. Donc comment sont-ils arrivés là? On va revenir un petit peu dans le passé. Et surtout, on va se demander, pourquoi SpaceX a cette aura-là. Alors pour avoir cette aura, ils se sont construits, ce que moi j'appelle un espèce de roman national. C'est-à-dire qu'ils sont, il y a l'histoire de SpaceX telle qu'elle est dans les faits, c'est-à-dire le nombre de lancements, les dates, les calendriers, les contrats et il y a tout ce que SpaceX a adoré, tisser autour, c'est-à-dire, les histoires qui vont bien et surtout, leur communication qui est absolument fabuleuse. Et qui leur sert de support pour être à la place qu'ils sont aujourd'hui. Donc l'histoire, elle commence en 2002. C'est un petit peu le rêve américain, d'Elon Musk qui s'intéresse, en étant déjà multimillionnaire, au domaine spatial. Il veut envoyer, une espèce de de petite bulle, sur Mars avec éventuellement un rat ou des plantes. Et il prend l'avion avec quelques amis, pour aller voir les Russes pour leur proposer ce projet et il se fait rire au nez. Enfin, l'histoire, telle qu'elle est racontée par les Américains, ils se sont fait rire au nez. Même certains disent, un patron russe leur a craché par terre. Enfin, ça fait partie de la légende qui a été tissée un petit peu après et sur le voyage de retour, Elon Musk, leur présente son plan, pour, envoyer pour construire, des fusées orbitales en disant que, ben, si on regarde uniquement le prix des matériaux et bien, c'est très inférieur aux prix qui sont proposés sur le marché commercial et donc, bah, ce serait facile de faire mieux, n'est-ce pas? Pourquoi pas? On peut y arriver. On est les Américains et on a l'esprit start-up. Alors évidemment, ils démarrent en Californie, ils font leurs locaux à Los Angeles, hein, c'est l'espèce de le local qu'on voit à droite avec la bande de mariachi et Elon Musk et et rapidement, et ben, ils ont, débauché, des personnes qui travaillaient déjà dans le domaine spatial. Ils ont récupéré, pas mal de projets qui étaient en cours, à la NASA et qui sont disponibles pour des entrepreneurs américains et ils ont commencé à faire leur recette miracle avec, Falcon 1 qui n'en a pas du tout été un miracle en l'occurrence, puisque, entre 2006 et 2008, il y a eu 3 échecs, d'affilée et tout ça a été ensuite, transformé en une incroyable réussite. Pourquoi? Parce que, cette espèce de roman national est venu intervenir dans le sens où, bah, ces 3 échecs, c'est devenu, des essais où à chaque fois on progresse, où à chaque fois on apprend de ses erreurs. Ça, c'est très
Américains. On apprend de ses erreurs et finalement on arrive au résultat au quatrième vol, justement au moment où l'entreprise allait faire faillite. Alors tout ça, c'est vrai, hein, c'est pas toutes les histoires qui courent là-dessus, c'est pas du pipeau, mais ça a été un petit peu, romancé au fil des années et il y a eu des ajouts, il y a le livre Lift Off qui est sorti, récemment, que je n'ai pas lu, mais qui condense une grande partie des histoires, qui vont de la création de SpaceX jusqu'à leur premier lancement et un peu plus loin et donc c'est un espèce d'ensemble assez rocambolesque de vols, de semi-échecs qui ont été, ensuite, transformés en véritables réussites et ce qui est intéressant, c'est de voir que, c'est une entreprise qui a commencé par 3 échecs. Il y a pas vraiment d'autres entreprises qui ont commencé par 3 échecs et qui ont pu réussir après. Donc ils ont eu beaucoup de chance d'avoir un multimillionnaire aux commandes et d'avoir, dès 2006, un contrat avec la NASA pour, développer un moyen de transport vers la station spatiale internationale. Donc finalement, en 2008, heu quand SpaceX réussit son premier vol orbital, ils sont déjà, sur les rails grâce notamment à un contrat avec la NASA qui tombe en décembre et qui leur octroie, plus d'1,8 milliard de dollars. Donc à partir de là, le tapis rouge, est déroulé et SpaceX peut devenir un acteur très important du spatial américain. Sauf que, évidemment, dans les premières années, personne ne prend SpaceX très au sérieux. Il y a une bonne raison pour ça et ça les sert toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours faire valoir cette espèce de mythe qu'eux, SpaceX c'est, David contre Goliath. C'est-à-dire c'est eux contre tous, personne ne croit dans leur projet, ils sont arrivés et voilà, tout le monde leur a dit: «C'était impossible» et le truc, c'est que c'est relativement vrai, mais pour une bonne raison, c'est-à-dire que SpaceX, quand ils ont démarré, ils étaient pas nombreux et surtout, ils se sont déplacés un petit peu partout en attaquant tous les acteurs établis du spatial. C'est-à-dire qu'ils allaient aux conférences, ils disaient: «Oui, nous, c'est SpaceX, voilà, on propose, des vols orbitaux, ce sera moins cher que vous, vous allez couler et de toute façon, on va faire nos lanceurs moins chers, notre solution, elle va fonctionner et tant pis pour vous». Pendant une décennie à peu près, SpaceX a été ça, donc des attaques d'un côté, y compris aux tribunaux, vis-à-vis d'autres acteurs américains, du spatial, notamment, United Launch Alliance. Hem, donc ils ont attaqué et ça leur a quand même plutôt pas mal réussi, mais pendant un certain temps, personne ne les a crus parce que leurs promesses n'étaient pas tenues. C'est-à-dire que Falcon 1, bon, ben, il y a eu 5 vols en tout, donc 2 réussites, les 2 derniers. Ensuite, ils avaient, notamment prévu de développer Falcon 5, ça ne s'est pas fait. Ils sont passés directement à Falcon 9 qui a très bien fonctionné et dont ils ont tout de suite vu le potentiel de progression. À partir de là, il y a eu d'autres projets qui ont été, mis sur le devant de la scène et qui étaient très en retard, des contrats qui n'étaient pas honorés à l'heure et du coup, ça leur a donné entre 2005 et surtout mettons, à peu près 2014, ça leur a donné une réputation qui était, dans le secteur, aéronautique et spatial, relativement affreuse. C'est-à-dire que, bah, les Européens ne les croyaient pas, les Américains, les voyaient comme un petit poucet et la plupart des gens du secteur, voyaient Elon Musk qui arrivait à chaque fois sur scène en disant que, et ben, sa camelote, c'était meilleure que celle des autres, mais en fait, il y avait pas grand-chose, pour le prouver. Donc à partir des vols de Falcon 9, ça a fini par progresser. Il faut voir aussi qu'à chaque vol de Falcon 9, il y avait retard sur retard, c'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui ont duré plusieurs mois, parce que lors du test, de mise à feu statique, quelque chose se passait mal, les moteurs étaient mal réglés, il a fallu faire des réglages de dernière minute. C'était un petit peu artisanal et pendant que l'entreprise grandissait et pendant que l'entreprise se fiabilisait un petit peu en coulisses, elle attirait surtout, l'attention des geeks et elle attirait des contrats parce qu'elle les proposait à moins cher que les autres. Mais il y a toujours eu dans cette période-là, un petit peu
une dichotomie entre ce que SpaceX proposait et ce que SpaceX arrivait à faire. À partir de 2014-2015, ceux qui ont continué à penser ça, se sont lourdement trompés. À partir de là, ça a été une erreur, stratégique importante. Hem et à partir de là que les gens ont commencé à avoir tort sur SpaceX, que la cadence de vol finalement s'est débloquée, c'est allé de plus en plus vite, hem et réussites se sont enchaînées. Alors en 2015, il y a eu un échec en vol, heu, sur CRS-7. 2016, il y a eu un échec, presque encore pire puisque c'est un échec au sol, mais le satellite a quand même été perdu et il y a eu beaucoup d'observateurs pensaient que ça allait les ralentir alors qu'en fait, vraiment. À partir de 2015-2016, l'entreprise a vraiment pris son envol. Elle avait la stature financière pour, embaucher beaucoup de monde, réaliser de gros contrats et à partir de là, avec la réutilisation, c'est devenu un petit peu le hit mondial que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, le côté David contre Goliath, c'est quelque chose qui est toujours hem, très revendiqué par SpaceX, mais en filigrane aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entreprise ne s'en vante pas, mais un grand nombre de fans de SpaceX continuent de penser que personne ne croit dans l'entreprise ni en ses projets, alors qu'en fait, ils sont quand même pris au sérieux et très, très au sérieux depuis les années 2014-2015. Alors SpaceX, on ne peut pas vraiment parler de SpaceX sans parler du projet martien, puisque c'est présenté comme étant la finalité de l'entreprise, c'est-à-dire, établir, une civilisation, c'est pas mes mots, c'est les leurs, établir une civilisation, sur Mars et sur les autres planètes, donc rendre, la vie humaine, multiplanétaire. Donc ça, c'est comme dit, c'est sur leur site, c'est pas moi qui le dis et sur le plan marketing, c'est assez génial, parce que c'est une entreprise comme les autres, qui a des comptes, réguliers comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle produise, des résultats, il faut qu'elle gagne de l'argent et SpaceX, il faut qu'ils gagnent de l'argent, mais en fait, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour aller coloniser Mars. Donc en fait, cette espèce de but qui va au-delà du fait de gagner de l'argent et d'être une entreprise rentable, ça ça leur donne une dimension supérieure et ça, c'est super intéressant sur le plan commercial, sur le plan, de la communication aussi. Parce que ça leur offre une dimension supplémentaire. C'est-à-dire qu'en face, ben, si vous êtes Arianespace, par exemple, vous pouvez dire: «Nous, on vend des fusées» et SpaceX arrive derrière en disant: «Oui, nous, on vend des fusées, mais pour aller sur Mars et pour étendre, la vie et pour, se prémunir d'une catastrophe sur la Terre, donc nous, on a une dimension supérieure». Ça, c'est, bien et surtout, que SpaceX réussisse finalement ou non à y arriver, c'est le tout dernier but de l'entreprise. Ça leur permet de promettre ça vers un horizon qui est lointain, si, eux donnent des dates, qui sont pas finalement, si lointaines que ça. Mais en tout cas, ça leur donne la légitimité de dire: «Oui, nous on bosse pour ça, sur le long terme, voilà, c'est notre objectif». Et finalement, qu'une majorité, d'astrophysiciens, de planétologues, d'experts, sur la question, de gens qui ont vraiment fait des recherches sur l'habitabilité de Mars et sur le fait d'aller éventuellement poser le pied dessus ou d'envoyer des robots ou d'aller étudier la planète rouge tout simplement. Hem, bah, eux affirment pour la grande majorité, que ça va pas être possible et que ça va poser plein de problèmes et que, en l'état de la recherche, il va y avoir, d'énormes gouffres technologiques à remplir et et en face, SpaceX pour le moment ne propose pas, de solution à ces problèmes mais en fait c'est un petit peu faussé. Parce que du moment où SpaceX, progresse dans son projet, ils peuvent toujours dire: «Oui, mais voilà, nous, on a, franchi une étape supérieure», voilà, bah, par exemple, on fait voler Starship en orbite en 2021, c'est une étape, vers la colonisation de Mars. Même si ça résout finalement aucun des problèmes que les astrophysiciens, les planétologues, les experts sur la question ont mis sur la table, ça permet à SpaceX de dire qu'il progresse dans ce but. Et ça aussi, sur le plan de la communication, c'est assez génial. Et enfin, le dernier élément de cette espèce de roman national, façon SpaceX,
c'est un petit peu le mythe de l'homme seul. Alors ça, c'est pas forcément un mythe qui est mis en avant par SpaceX, eux-mêmes. C'est aussi, du fait de la personnalité, de son fondateur, c'est-à-dire Elon Musk, qui en est aussi l'ingénieur, le lead engineer, en fait, le 1er ingénieur, si vous voulez, de l'entreprise et donc le directeur de l'ingénierie. Donc comme vous l'avez remarqué, il y a bien 9 499 employés de SpaceX qui ne sont pas Elon Musk, mais dans énormément d'articles, dans énormément d'interventions, heu, de commentaires, d'informations sur SpaceX, c'est l'entreprise d'Elon Musk et c'est lui qui prend les décisions. Donc finalement, on se retrouve avec une entreprise, qui a mis, Elon Musk, que ce soit elle qui l'a mis ou qu'il se soit mis tout seul, il a un rôle de figure de proue. Alors ça a ses avantages parce que, bah, maintenant il est milliardaire, il a très bien réussi, donc il incarne vraiment la réussite à l'américaine. En plus, il est pas américain à la base, il est quand même sud-africain, donc c'est un petit peu le rêve américain qui se poursuit. C'est un petit peu un self-made man, même si, il avait quand même pas mal de ressources à la base et il a ce côté geek qui permet à l'entreprise de garder une espèce de fanbase, si je peux me permettre. Il y a un côté geek, assumé, pour séduire un petit peu les gens, donc ça, c'est très important parce que il faut attirer des talents, il faut attirer des talents jeunes et ça, SpaceX sait très bien le faire, même en proposant des salaires qui sont inférieurs aux autres, de leur secteur. C'est une des 2 entreprises américaines, il me semble, qui a le plus haut taux de satisfaction de la part de leurs employés, tout simplement parce que, bah, ils sont contents, ils ont un but et pour attirer ces gens, Elon Musk, c'est quelqu'un qui est très doué pour ça. Alors autant à l'oral, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en présentation, c'est pas quelqu'un qui est extraordinairement doué à l'oral. Enfin, moi, je vais pas commencer à critiquer son physique ou ses capacités à l'oral parce que les miennes sont pas extraordinaires non plus. Mais en tout cas, on peut pas dire que c'est l'orateur du siècle, voilà. Mais il incarne son entreprise, il incarne le côté geek, le côté, leader technologique et ça, c'est très bien. Parce que du coup, ça permet aussi aux autres, dirigeants de SpaceX d'arriver en deuxième plan et de s'occuper un petit peu de leur partie. C'est-à-dire, par exemple, Gwynne Shotwell, qui est la numéro 2 de SpaceX, techniquement même la numéro 1 puisque c'est elle la directrice. Elle dirige plutôt la branche business, la branche commerciale de l'entreprise et elle le fait très, très bien. Et pareil pour les autres directeurs techniques, il y a eu, Muller, il y a eu Königsmann, ce sont des gens qui se débrouillent très bien quand il y a vraiment des questions très pointues sur la technique, sur leur partie du travail et Elon Musk reste un petit peu la figure de proue. Alors le problème avec une figure de proue, c'est que, quand il y a des propos qui sont problématiques, ça reflète aussi, ça retombe un petit peu sur l'entreprise. C'est-à-dire quand Elon Musk, traite un plongeur de pédophile, en 2017, bah, ça reste quand même la figure de proue de SpaceX, mais aussi de Tesla et cetera, qui, traite quelqu'un de pédophile, en direct, sur Twitter devant des millions de gens. Idem quand il disait, en 2020 que, l'épidémie de coronavirus, c'était pas si grave que ça, qu'il fallait pas paniquer, que c'était pas tout à fait gérable. Voilà, ça génère son lot de problèmes d'avoir quelqu'un qui est aussi autant mis en avant, en sachant que lui a très peu de filtres et il n'hésite pas à écrire absolument tout ce qu'il pense sur Twitter. Donc c'est un petit peu la communication sans filtre, mais assumée. Ça fait aussi un petit peu l'homme seul, c'est-à-dire qu'il faudrait pas croire que c'est lui qui décide de tout, pour SpaceX, ni pour Starship, ni pour les autres projets. Mais comme c'est lui qui en parle et que c'est lui qui les assume, ça arrange bien SpaceX d'avoir, ce communicant-là en avant. Alors, SpaceX, c'est aussi un fonctionnement, économique un petit peu particulier, puisque bon, après avoir attaqué un petit peu tous les autres frontalement pendant 10 ans, maintenant c'est une entreprise qui est bien établie. On entend même encore parfois parler de SpaceX en tant que start-up. Désolé, c'est une boîte qui a 19 ans, c'est plus vraiment une start-up. En plus, 9 500 employés, on a connu pire comme start-up. C'est une entreprise qui propose toujours des prix très agressifs sur le marché.
C'est même une de leurs principales qualités, c'est pour ça qu'ils remportent énormément de contrats commerciaux dans le monde. Hem Et du coup, ils se sont permis d'être depuis 2015, moins chers qu'à peu près tous leurs concurrents directs. C'est-à-dire qu'ils sont moins chers qu'Arianespace, ils sont moins chers que, ce que la Russie proposait avec Proton. La Chine, on n'en parle pas puisqu'ils sont pas sur le marché commercial international et ils sont moins chers que leurs concurrents aux États-Unis pour le moment. Donc pour eux, c'est bonnard parce que si vous cherchez le lanceur le moins cher et maintenant un des plus fiables, il y a toujours la solution Falcon 9. En plus, ça tombe bien, elle a progressé, elle est de plus en plus puissante. Donc SpaceX, c'est ça, c'est un lanceur qui est moins cher aujourd'hui avec Falcon 9, c'est un lanceur qui est moins cher que les autres, que ses concurrents, mais qui, aux États-Unis, est facturé 2 à 3 fois le prix public, pour les institutions américaines. Alors, eux se défendent en argumentant que ça implique des coûts particuliers, que, les lancements qui sont réservés au gouvernement américain, utilisent enfin, permettent au gouvernement américain de réserver des places, de passer devant les autres, d'avoir des facilités, au niveau de la préparation des satellites. Enfin, il y a plusieurs avantages. Cela dit, la plupart des experts du secteur estiment que ça multiplie pas normalement le prix de 2 à 3 fois. Cela étant, ces règles aux États-Unis, et on l'oublie parfois, ne sont pas les mêmes que sur le marché international. C'est-à-dire que SpaceX est sélectionné par, le gouvernement américain, par la défense notamment, en tant qu'un des 2 ou 3 fournisseurs de lancement et pour obtenir des lancements, il leur suffit souvent de montrer qu'ils sont fiables et de proposer un prix qui soit pas absolument exorbitant. C'est-à-dire souvent un tout petit peu moins cher que leurs concurrents et un tout petit peu moins cher que leurs concurrents, ça revient quand même 2 à 3 fois au prix qui est affiché en public. Donc cette différence que l'on voit souvent, entre les contrats commerciaux de SpaceX qui sont vendus autour de 60 millions. En tout cas, ça, c'est le prix qui est affiché sur leur site et les contrats qui sont passés avec, le gouvernement américain. Par exemple, pour envoyer des satellites de défense, on a souvent des contrats qui sont autour de 130 voire, 160 millions. Ce sont des contrats, qui sont absolument légitimes, dans le sens où SpaceX propose un service de lancement qui est pas beaucoup enfin, qui est pas plus cher que celui que, ULA propose, au gouvernement américain. Donc là-dedans, ils sont dans les clous. Par contre, c'est un petit peu normal que les concurrents à l'international, fassent les gros yeux en face de ça, parce que, SpaceX vient parfois leur shipper des contrats sous le nez en proposant 60 millions alors qu'ils facturent à leur propre gouvernement 160 millions. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça que SpaceX a toujours sur la scène internationale une réputation, hem un petit peu sulfureuse parce que, Arianespace, par exemple, explique très clairement que SpaceX, c'est une subvention qui serait déguisée. Hem, de la même façon, les responsables des lanceurs russes le disent aussi souvent. Hem, il faut voir quand même que ça reste un jeu commercial, sur la scène internationale qui, dans tous les cas, est biaisé parce qu'on ne peut pas vraiment comparer tous les marchés. Les Américains ont l'avantage d'avoir un énorme marché institutionnel chez eux. Les autres ont d'autres avantages. Par exemple, Arianespace ne développe pas, Ariane 6, c'est Ariane Group et l'ESA qui financent. Donc ça tombe bien, eux peuvent proposer un lanceur commercialement sans avoir à le développer. SpaceX derrière développe ses propres lanceurs. Donc il y a d'autres avantages, dont on peut discuter. Pareil, le pas de tir d'Ariane 6, il est intégralement financé par, l'État français. SpaceX, ils font des améliorations sur leur pas de tir, c'est eux qui règlent les factures. Donc il y a des avantages chez les uns, chez les autres. Il faut pas tout le temps chercher à les comparer, ni à dire que SpaceX est outrageusement avantagé, grâce à ses lancements à la maison. Voilà. Alors c'est ce que je disais, SpaceX est quand même drogué aux contrats publics. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui propose quand même des contrats, commerciaux et qui, se vante, d'avoir, une part significative du marché mondial des contrats commerciaux. C'est absolument vrai.
Mais il ne faut pas oublier que si l'entreprise peut fonctionner comme ça aujourd'hui, c'est grâce à ces contrats gouvernementaux. Il faut le répéter, il faut le répéter encore, SpaceX n'existerait pas sans un soutien gouvernemental. Les 2 premiers lancements de Falcon 1, leur tout premier lanceur, c'était au service de la défense américaine. C'était la DARPA qui avait acheté, le lanceur. De la même façon, SpaceX a été sauvé, on s'en souvient, enfin on l'a dit au début, par un contrat de la NASA, qui, ça tombe bien, était un contrat qui s'est après converti en un contrat géant pour envoyer les cargos Dragon vers la Station spatiale internationale, puis, les capsules Crew Dragon que l'on voit sur la photo, et ce sont des contrats qui se poursuivent aujourd'hui, qui sont très lucratifs pour SpaceX dans le sens où, bah, maintenant ils réutilisent, les capsules, les contrats de développement sont amortis et pour eux, c'est vraiment tout bénéfice d'avoir ce genre de contrat. En plus, hem, ça leur garantit aussi de rester à flot, de ne pas faire faillite, par exemple, jusqu'en 2026 puisqu'ils assurent un service pour le gouvernement américain. Donc de toute façon, s'il venait à avoir un énorme problème, ils seraient probablement aidés un petit peu de tous les côtés, y compris par leur propre gouvernement. SpaceX, c'est aussi maintenant un des 2 lanceurs, depuis 2020, un des 2 fournisseurs de services de lancement qui sont, exclusivement, pour la défense américaine. Donc la défense américaine ne peut, lancer ses satellites, de taille moyenne, on va dire, qu'avec, SpaceX ou ULA entre 2021 et 2026. Donc ça leur assure de la même façon, plusieurs contrats et on va dire une moyenne de 2 à 3 lancements par an. Encore une fois très lucratif. Donc pour SpaceX, c'est vraiment tout bonus d'avoir ce genre de contrat. Après, il faut pas se leurrer, s'ils ont décroché ces, énormes contrats, c'est aussi parce qu'ils étaient en mesure et pas forcément les autres, de les respecter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire que, voilà, le gouvernement américain veut maintenir SpaceX à flot et leur donne du coup des contrats, avec la NASA et avec le département américain. Ce serait faux de dire ça, dans le sens où SpaceX a démontré toutes les qualités, à la fois pour, être sélectionné, du côté NASA que du côté défense. Alors, SpaceX, on ne peut pas vraiment parler sans parler de la réutilisation. Alors la réutilisation, c'est un sujet qui est très, très sulfureux, surtout parce que 5 ans après avoir réussi à 6 ans pardon, après avoir réussi à récupérer, un lanceur, le 1er en fin 2015, bah, personne d'autre pour le moment, n'y arrive et personne d'autre n'essaye. Ce qui fait que, les coûts qui sont attribués à cette expérience-là sont, particulièrement débattus, je vais dire et je reste poli à ce niveau-là. C'est pratiquement un sujet d'empoigne permanent entre SpaceX et ses concurrents, en sachant que la plupart des concurrents développent maintenant, leurs propres, pistes pour des lanceurs réutilisables. Alors SpaceX, ça reste une entreprise privée qui va pas dévoiler ses comptes, donc on ne saura pas et on ne saura peut-être même jamais, quelle est l'équation économique exacte pour la réutilisation de Falcon 9. Cela étant, il y a quand même eu, plusieurs déclarations dans les années passées, notamment l'année dernière, quelqu'un de chez SpaceX, un responsable du développement, qui a, laissé fuiter qu'une Falcon 9 ne coûterait qu'environ 30 millions de dollars en coût, grâce à la réutilisation et que du coup, SpaceX disposerait quand même d'une marge sur les contrats commerciaux comme sur les contrats gouvernementaux qui serait absolument, fabuleuse. Cela étant, ça reste des chiffres qui sont donnés, enfin qui sont fuités en interne. Ce sont des chiffres qui sont pas officiels, on ne sait pas exactement ce que ça comprend. Est-ce que c'est l'amortissement? Est-ce que, quelle est la part de coûts fixes et de coûts variables sur un lanceur Falcon 9? Combien coûte la réutilisation? Alors, justement, c'est ce que j'écris, bonne chance pour le prouver. Hem, il y en a beaucoup qui s'y sont essayés et sans doute cassé les dents avec des chiffres qui ont dû bien faire rigoler les responsables de SpaceX. Chacun fait son calcul. Le problème, c'est qu'en plus, depuis 2015, depuis la récupération des lanceurs et depuis 2017, c'est-à-dire la première réutilisation,
SpaceX a beaucoup progressé. C'est-à-dire que réutiliser un lanceur en 2017 ou en 2021, ça ne coûte sans doute pas, enfin, c'est même certain, ça ne coûte, certainement pas le même prix à SpaceX. C'est-à-dire que les opérations ont été optimisées, le lanceur lui-même a été optimisé puisque la version, Falcon 9 Block 5, elle bénéficie du retour d'expérience par rapport à la réutilisation et donc c'est quasiment déjà un lanceur de deuxième génération par rapport à la réutilisation. Donc c'est pour ça qu'on les voit aussi atteindre des chiffres de réutilisation qui sont assez élevés cette année avec, 8 réutilisations, 9 récupérations, enfin c'est on va arriver à des chiffres qui vont arriver finalement aux fameuses promesses d'Elon Musk, qui disait que Falcon 9 serait réutilisée au moins 10 fois sans avoir à être déconstruite, reconstruite. Ils vont y arriver parce qu'ils bénéficient d'un formidable retour d'expérience à ce niveau-là. Et c'est ce que j'écris, bah, ils sont toujours les seuls à le faire. Donc tant qu'il y aura pas quelqu'un d'autre qui va récupérer, des lanceurs orbitaux, en tout cas des étages de lanceurs orbitaux et le faire de façon régulière et plus ou moins économique, il restera quand même des voix pour s'élever en disant que tout ça, ça reste, économiquement pas prouvé, que peut-être c'est du pipeau et que, SpaceX fait la course dans son coin et qu'ils sont prêts à perdre de l'argent pour le prouver. Et hem et ces voix-là auront probablement tort, mais encore une fois, bonne chance pour le prouver. Alors, on va passer un petit peu à SpaceX en 2021. Je vais aller un petit peu plus vite parce que, SpaceX en 2021, bah, si vous regardez un stream de SpaceX, vous pouvez très bien savoir où ils en sont. Ça reste aujourd'hui, c'est un acteur, incontournable. C'est-à-dire que pour envoyer un satellite, souvent, SpaceX s'impose comme une solution qui est économique et fiable. Donc ça devient difficile de justifier, de faire automatiquement une croix sur SpaceX. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, automatiquement, enfin, lancer, votre satellite avec, Proton, il va falloir peut-être plus le justifier à votre conseil d'administration que de choisir, SpaceX avec Falcon 9. Alors que Proton finalement, ces dernières années a un taux d'échec qui est relativement raisonnable. Mais, SpaceX fait maintenant office de référence et c'est aussi une référence publique. C'est-à-dire que quand vous dites: «On va lancer avec SpaceX» et ben, si vous avez des actionnaires, ça fait souvent plaisir, parce que c'est pas que la performance technique, c'est aussi un jeu de communication et tout ça, c'est très important. L'image de l'entreprise, c'est très important. Donc, aujourd'hui, SpaceX a plus besoin de faire de la publicité, a plus besoin d'arriver dans les conférences en disant: «Bah, nous, on est les meilleurs». Eux peuvent se concentrer sur autre chose, leur lanceur parle pour eux. Et en plus de ça, ils ont un programme qui est une vitrine technologique. Heu, le premier, c'est, l'astronautique. Donc ça, c'est la meilleure publicité pour SpaceX, c'est leur meilleure vitrine. C'est le contrat qu'il fallait pas rater pour SpaceX, c'est, le commercial crew, c'est-à-dire, le fait d'emmener des astronautes de la NASA, vers la station spatiale internationale. Donc ils étaient en très bonne place pour l'obtenir puisque, beh, ils envoyaient déjà une capsule pressurisée, de la Terre vers l'ISS et ils la récupéraient de l'ISS vers la Terre. Ils l'ont même réutilisée plusieurs fois avant d'arriver à réaliser Crew Dragon. Donc ils étaient de toute façon en très, très bonne place pour l'obtenir ce contrat, mais ils l'ont eu et ils l'ont eu à moins cher que Boeing, tout en arrivant à développer leur capsule plus vite. Donc ça a été un autre point vraiment bonus. Et depuis, eh bah, la publicité de SpaceX n'a plus vraiment besoin de la faire, puisque, bah, la NASA s'en charge, la NASA met en avant ses astronautes, la NASA met en avant ses contrats et le Commercial Crew, c'est une réussite pour la NASA, donc la NASA met en avant la capsule de SpaceX. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, mais pour SpaceX, c'est une opération de communication géante et continue puisque, ben, il y a toujours, là depuis plus à peu près 6 mois, il y a une capsule SpaceX qui est accrochée en permanence à l'ISS. C'est la capsule des astronautes. Quand vous voyez des photos qui sont prises depuis l'ISS, une bonne partie maintenant sont prises avec la perspective du hublot de Crew Dragon. Tout ça, c'est de la communication gratuite pour SpaceX et encore une fois, c'est totalement légitime de la part des astronautes et de la part de la NASA de le faire
mais ça rentre un petit peu dans l'escarcelle de l'entreprise. Heu, Ils ont plus besoin vraiment de faire parler d'eux. Les astronautes le font très bien. Tout le monde est content de cette nouvelle capsule et bon, il restera évidemment des critiques, sur le fait que, eh bah, elle a des commandes tactiles, donc peut-être que c'est pas idéal dans certains cas. Cela étant, elle a été testée. Les combinaisons, certains les trouvent belles, d'autres les trouvent, terriblement moches. Personnellement, je trouve que les bottes sont à chier, mais ça, c'est juste mon avis personnel. L'autre avantage, c'est que cette capsule-là, elle vole. C'est-à-dire qu'en face, bah, la capsule de Boeing, malheureusement pour eux en plus, ils ont eu un problème, lors de leur test, le plus critique en décembre 2019. Ils n'ont pas volé depuis. Alors faut dire que certains leur mettent des bâtons dans les roues au niveau du calendrier, mais ça c'est aussi encore une fois tout à fait légitime. Et Boeing maintenant, galère et ça fait longtemps et l'image de la capsule Starliner qui techniquement a quasiment les mêmes capacités que celle de Crew Dragon, elle est même peut-être plus avantageuse parce qu'elle atterrit sur Terre. Elle n'a pas du tout la même image que Crew Dragon et elle n'a pas du tout la même image auprès du grand public ni auprès des riches, puisque SpaceX a réussi aussi le tour de force, de vendre sa capsule à, plusieurs, milliardaires, en tout cas multimillionnaires et un milliardaire, pour des voyages, en orbite. Donc ça aussi, ça va énormément faire rayonner l'entreprise, ça leur permet d'avoir une communication à moindre frais et même en bénéfice puisque, bah, ces vols-là seront bénéficiaires, ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'aller en orbite et ce sont des services qui sont facturés très cher, pour de bonnes raisons. Après, il y a les 2 derniers grands, paris de SpaceX. Le premier, c'est la constellation de connectivité Starlink. Donc ça, c'est vraiment un projet, qui passe ou qui casse. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a déjà eu d'autres constellations, de connectivité en orbite basse qui se sont cassés les dents économiquement sur le problème. Il y en a une qui marche plus ou moins bien, c'est Iridium aujourd'hui et ils sont quand même passés par une faillite et par, une vingtaine d'années pour en arriver là et et SpaceX, est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. Le maillage tel qu'il est aujourd'hui, est très important. SpaceX a commencé à distribuer des terminaux, donc ça c'est bien pour eux, mais ils ont encore très loin de gagner de l'argent avec cette constellation-là. Au contraire, pour le moment, ça doit représenter un gouffre financier. Mais c'est tout à fait normal à ce stade-là, puisque ben, le service est toujours en bêta, il n'y a que quelques dizaines de milliers d'utilisateurs et les contrats gouvernementaux, même si le gouvernement américain s'est révélé particulièrement intéressé par cette solution, ne représentent que quelques dizaines de millions. Il y a aussi une promesse à plus de 950 millions de dollars mais elle est liée à des déploiements, sur les territoires ruraux des États-Unis, donc elle n'interviendra, heu, qu'au fil du temps, en fait, au fil du temps, lorsque les terminaux seront déployés. Et de l'autre côté, par rapport à cette constellation, je ne vais rien vous apprendre, il suffit de lire un petit peu la presse et la sonnette d'alarme, elle a la ficelle très usée puisque les astronomes, s'alarment de voir autant de satellites, dans le ciel de nuit, hein, les fameux trains SpaceX, au moment de leur lancement et juste après. Pour ce qui est de leur position une fois dans la constellation, c'est moins important, mais c'est quand même un petit peu embêtant par rapport notamment à la radioastronomie et à l'astronomie, large champ, très sensible. Et l'autre risque, bah, c'est évidemment celui des collisions en orbite. Donc ça, c'est un sujet qui est très, très chaud à ce moment, sachant que les satellites Starlink, il y en a quand même plus de presque 1 400 aujourd'hui. Ils représentent déjà à eux tout seuls le plus grand nombre de croisements intersatellites, proches, au monde. C'est-à-dire que, quand il y a 2 satellites qui se croisent à moins d'1 kilomètre, bah, il y a plus de chances que ce soit 2 satellites Starlink que n'importe quel autre satellite. Donc il se pourrait qu'un jour il y ait un problème,
et il se pourrait que ce problème, pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis à SpaceX, mais aussi à tous les autres opérateurs en orbite basse, c'est-à-dire tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de cette constellation. Il y a beaucoup de fantasmes aussi sur le syndrome de Kessler, mais il faut quand même savoir que c'est une réalité et si beaucoup de gens s'en inquiètent, ça n'est pas un hasard. Donc économiquement, c'est pas encore ça et physiquement, on risque d'arriver rapidement à un problème de saturation et un problème de gestion du trafic. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est pas tout à fait le sujet des collisions et des débris, mais c'est quand même très important parce que, ben, quand vous allez avoir 2 000, 3 000, 5 000, 12 000 satellites en orbite, il va falloir gérer le trafic de façon très, très efficace. Et il n'y a pas d'instance aujourd'hui internationale qui soit en mesure de même pas de faire la police, mais de faire, simplement le trafic, hein, d'assurer le trafic. Donc ça risque de poser des problèmes aussi et c'est un sujet qui est très, très chaud qui va faire partie des évolutions des réglementations qu'on va probablement voir dans les prochaines années. Alors je sais pas, je vais peut-être pas vous embêter avec les réglementations en orbite, mais en tout cas sachez que, bah, SpaceX sera sans doute vent debout contre toute réglementation, qui ne les arrange pas en tout cas. Hem et il y a beaucoup d'instances internationales qui sont en train de plancher sur un sujet, sachant qu'il faudra contenter tout le monde et que SpaceX, eh ben, ils auront déjà réussi plus ou moins à mettre tout le monde devant le fait accompli, puisque, en attendant, Starlink est déjà là. Et le deuxième pari, c'est peut-être le pari ultime de SpaceX, c'est, Starship. Donc ça, là encore une fois, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur le programme, ni sur ses ambitions, hein. Il suffit de regarder un stream, de leurs essais. C'est censé être, le Starship, c'est censé être le vaisseau qui va leur permettre d'être entièrement réutilisables, à très bas coût, vers l'orbite terrestre, avec des vols habités et ce, prochainement, hein, éventuellement demain matin s'ils y arrivent. Hem, le développement, il se fait à Boca Chica, donc sur leur site du Texas, sur leur site, du Texas qui est à côté de la mer, parce qu'ils en ont un autre, à McGregor. Sur le site de Boca Chica, donc le développement, il s'est beaucoup fait en plein air, en tout cas, en 2018-2019, il s'est fait en plein air. Depuis, c'est devenu beaucoup plus sérieux, les prototypes de Starship ne ressemblent plus à des réservoirs volants. En tout cas l'année dernière, ils ressemblaient encore un petit peu à ça, on peut voir sur la photo. Mais, le développement s'est beaucoup professionnalisé et il y a énormément maintenant d'employés sur le site qui sont extrêmement qualifiés, donc on peut plus vraiment parler de développement amateur comme c'était le cas avant. Cela dit, hem, il reste la question de leur rapidité, c'est-à-dire que tout le monde des fois s'extasie sur la rapidité du développement de SpaceX, «Regardez, ils enchaînent les prototypes, c'est extraordinaire, ils les font péter à 3 semaines d'écart, ils volent régulièrement, ça progresse à chaque vol, il y a vraiment, des améliorations qui sont palpables, à chaque fois, on les voit au niveau des moteurs, au niveau des essais, au niveau du calendrier. Donc ça va très, très vite. Simplement, il faut pas oublier, que d'une part SpaceX n'a pas vraiment le choix de montrer ses progrès parce que la taille du programme fait que, ils peuvent pas s'isoler sur une île déserte pour le faire et il y aura forcément des observateurs et donc de toute façon, ils sont obligés de montrer leurs progrès et ils ont choisi une approche qui est incrémentale. C'est-à-dire qu'à chaque erreur, bah, ils apprennent de l'erreur et elle est corrigée et normalement, en tout cas, elle n'est plus censée réapparaître sur les essais suivants. Cela dit, on peut se demander s'ils seraient allés plus vite en faisant les choses traditionnellement, c'est-à-dire en utilisant par exemple, un prototype, structurel qu'ils auraient pu tester, dans un espèce d'énorme portique, en utilisant plus de modélisation, en faisant une approche qui serait plus, centrée sur des essais au sol que sur, les fameux essais en vol qu'on observe, rapidement. Et là, en fait, on aurait tendance à répondre: «Bah oui, bien sûr, ils vont plus vite», sauf qu'on n'a pas vraiment de point de comparaison. C'est-à-dire que, il n'y a pas d'autre, Starship qui est en développement dans le monde actuellement. Il n'y a pas de programme qui soit avec ces ambitions-là, avec cette ampleur-là
et donc comparer Starship à un autre lanceur, ça n'a pas vraiment de sens. De la même façon pour le développement des moteurs, ça a pas vraiment de sens de le comparer avec, d'autres moteurs, même d'autres moteurs qui seront au méthane et réutilisables, par exemple ceux de Blue Origin, parce que, les moteurs Raptor, ben, sont censés aller, en orbite, être, à disposer d'une version qui sera utilisable, dans le vide. Ils sont censés être totalement réutilisables, ce les moteurs de Blue Origin n'ont pas vraiment les mêmes spécifications et n'ont pas reçu les mêmes demandes, de la part, de leurs clients, notamment, United Launch Alliance. Donc ce sont pas les mêmes moteurs, ce sont pas les mêmes ambitions et avec tout le bien qu'on peut dire de du programme Starship qui quand même progresse très, très vite, ça ne fait aucun doute, on peut pas forcément le comparer à quelque chose d'autre, et donc s'extasier sur la vitesse, ça a pas vraiment de sens en fait. C'est un peu la base de mon argument, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'ils vont vite, mais plus vite que les autres, je sais pas, ça a pas vraiment de sens pour moi, dans le sens où personne ne fait la même chose et le développement, il faut pas oublier qu'il n'a pas démarré, fin 2018 quand il y a eu l'apparition de cette espèce de réservoir qui est devenu après le Star Hopper. Le développement, il a démarré avant 2016, quand le projet s'appelait encore ITS ou, Big Fucking Rocket comme l'appelait, Elon Musk. Donc c'est un projet qui dure depuis très longtemps, qui a changé beaucoup, de forme entre les différentes époques et entre les différents stades de développement de SpaceX. Mais il ne faut pas, uniquement se baser sur la partie visible du progrès pour juger tout le programme et sa vitesse. Hem, Cela étant, c'est un développement spectacle, c'est absolument génial à regarder. Moi, je suis le premier à regarder, leurs essais, à regarder, les essais de moteur, les essais de vol. C'est un développement spectacle, volontaire, hem, mais il y a quand même quelques questions qu'on peut se poser dessus, notamment, de savoir si c'est trop gros maintenant. Heu, on voit que Starship a énormément de problèmes en ce moment pour se poser. Alors énormément de problèmes, ça fait 4 mois que ça dure. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'à un moment donné, ils vont quand même réussir à poser Starship à la verticale. Mais on peut se demander si jamais ça marche vraiment pas, qu'est-ce qui va se passer pour ce programme-là? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que c'est un programme, too big to fail comme on dit en anglais? Hem, Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un réservoir qui explose au mauvais moment ou au mauvais endroit et je sais pas, il y a 30 morts par exemple? C'est une catastrophe, c'est horrible de dire ça, mais quelque part, il faut quand même se poser la question. Est-ce que SpaceX survivrait? Est-ce que ce programme survivrait à ce genre d'accident? On peut se poser la question. Hem, voilà, il reste des questionnements sur Starship. Si jamais ça marche pas, que fait SpaceX? Parce que pour le moment, Falcon 9, n'est plus en développement. Falcon Heavy, c'est leur lanceur lourd actuel. Il ne servira pas très souvent. Il est là pour concurrencer, Delta IV Heavy. Hem C'est pas voilà, il y a pas de développement aujourd'hui sur, l'avenir de Falcon 9. Donc tous les développements d'avenir sur le plan lanceur chez SpaceX, c'est Starship, Super Heavy et ben, si jamais ça rate, il y a un paquet de leurs concurrents qui seront très contents. En sachant que c'est un programme qui, encore une fois, coûte très, très cher. Même si un lancement à l'unité doit coûter relativement peu cher à SpaceX, notamment en ce moment puisqu'ils sont en phase de développement, et qu'ils en produisent comme des petits pains. Mais, heu, fabriquer l'outil de fabrication, mettre en place le BTP, le site, mettre en place Super Heavy, travailler avec la fédération américaine de l'aéronautique, tout ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent et de temps à SpaceX, à des équipes qui grandissent. Il y a quand même plusieurs centaines, je dirais presque, au moins un millier d'employés de SpaceX qui travaillent sur le site au Texas en ce moment. Et bah, tout ça, ça coûte très, très cher. Ce sont des matériaux qui coûtent cher, ce sont des moteurs qui coûtent cher et donc ce sont des essais qui coûtent cher aussi. Que se passe-t-il si, si SpaceX, je sais pas, est retardé de 3 ou 4 ans sur ce projet-là? Bah, ça va leur coûter vraiment, très, très cher. Ça risque de
peut-être pas de les couler, mais en tout cas de les retarder sur le reste de leurs ambitions. Et enfin, j'aimerais revenir à cette comparaison permanente qui est faite entre Starship et Space Launch System, c'est-à-dire le SLS américain. Hem, Comparer les développements, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas énormément de sens parce que c'est pas fait pareil tout simplement. Et comparer les 2 programmes, ils avancent pas pareil non plus. C'est-à-dire qu'éventuellement en 2021, vous aurez Starship qui arrivera en orbite avant SLS. Sauf que quand Starship sera en orbite, il sera pas équipé, d'un véhicule qui sera habitable, il sera même pas équipé pour lancer des satellites, il sera pas forcément entièrement utilisable, ce qui est quand même son but. Alors que le Space Launch System, quand il sera lancé l'année prochaine, il ira faire un tour autour de la Lune. Il devrait, si tout se passe bien, disposer d'une capsule qui est quand même habitable, donc c'est quand même la répétition générale d'un vol habité autour de la Lune. Ça reste, quand même bien différent aujourd'hui de ce que représente le programme Starship. Après je dis pas, quand, on sera en 2023 ou 2024, quand Starship, volera régulièrement, si c'est le cas un jour, il est tout à fait possible que, ce programme arrive frontalement à concurrencer le Space Launch System, pardon, mais ce sera pas le cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Et je vais finir avec cette slide. Qu'est-ce qui se passe, si le pari de Starship, fonctionne? Personne ne sait, par peut-être, quelques personnes qui sont régulièrement autour de la table avec Elon Musk. C'est-à-dire que la vision qu'on a là sur la slide a très, 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 très peu de chances de se réaliser, hem, mais toujours une inconnue, c'est-à-dire on ne sait pas si jamais ça marche, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est une question qui, je trouve, n'est pas assez posée, au niveau de l'industrie aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde se focalise sur Falcon 9 et ses incroyables réussites, il faut pas les diminuer. Mais, qu'est-ce qui se passe si dans 2 ans, si dans 3 ans, Starship vole régulièrement de façon réutilisable, partiellement ou entièrement réutilisable? Bah, le marché des lanceurs, le marché, de ce qui se passe en orbite, la façon de faire des satellites peut-être, pourrait changer et c'est très Startup Nation de dire ça, mais c'est un outil, disruptif. Donc qu'est-ce qui se passe, si, Starship fonctionne? Eh bien, on ne sait pas, je ne sais pas et probablement vous non plus. Donc je vais finir là-dessus. Heu, je vois que personne n'a moufté. Alors soit mon micro était éteint, soit vous êtes tous contents. Et ça a fonctionné, donc je vous remercie pour votre attention et puis, bah, on va sans doute, regarder un petit peu les questions puisque j'imagine que vous en avez. Non, je ne vois pas de questions, dans le chat. Heu, Pardon. Donc qu'est-ce que je pense du calendrier de Starship? Bah, c'est un calendrier qui est particulièrement ambitieux, mais en fait, l'avantage c'est qu'il y a pas vraiment de calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins dit que, d'ici l'été, alors il faut que je me souvienne, d'ici l'été, il y aurait le premier prototype de Super Heavy qui s'envolerait et en 2021, ils continuent de viser l'orbite. Donc ça, c'est très ambitieux. Je pense que c'est à leur portée d'arriver en orbite, si et seulement si la partie moteur est plus ou moins réussie, sur Super Heavy. Donc Super Heavy, pour le moment, il n'y a eu aucun test. On peut pas vraiment dire que ça va marcher ou ça va pas marcher. À terme, il devra quand même y avoir, il me semble, 28 Raptor
moteurs Raptor les uns à côté des autres. La dernière fois qu'il y en a qui ont essayé de mettre autant de moteurs les uns à côté des autres sur le même lanceur, ça s'est mal passé et moi, je leur souhaite toute la réussite possible, que c'est un calendrier qui est quand même très, très ambitieux aujourd'hui, mais sur la partie, après. C'est-à-dire, ils iront sans doute, enfin, peut-être en orbite en 2021, je pense qu'ils en sont capables. Par contre, la partie d'après, où j'ai beaucoup de mal, le premier envoi vers Mars en 2022, oui, ils pourraient, mais est-ce que ça a un avantage? C'est-à-dire si c'est pour envoyer de nouveau un morceau de métal vers Mars, pourquoi faire, quoi? Donc i pour viser Mars en 2022, il faudrait avoir quelque chose à envoyer sur place et c'est là que je tique un peu. Mais c'est mon opinion personnelle, évidemment, que la presse est terminée. Il y a plus de questions que ce que je peux répondre. Hem, est-ce que je pense que les autres agences et sociétés devraient commencer à développer des projets similaires à Starship? Oh oui, je pense, oui. Je pense, mais il faut que ça s'accompagne d'une logique, commerciale. Dire que, développer un concurrent de Starship, plus, moi en tant que fan de spatial, je suis super preneur. Ça va faire un spectacle absolument génial. Hem, Quelque part, à un moment, faut se demander à quoi ça va servir et est-ce qu'il y a un marché? Et c'est peut-être pour ça que personne ne s'y est mis pour le moment, c'est peut-être que personne ne voit vraiment, ce qu'ils peuvent en faire. Heu, un lanceur qui fait, 9 mètres de diamètre, qui est entièrement réutilisable et qui peut emmener 100 tonnes, bah, il y a intérêt à ce qu'il soit pas cher parce que sinon ça va pas servir à grand monde. Pouvoir envoyer, éventuellement des gens si c'est très fiable et s niveau satellite, sans plus, quoi. Tout le monde est en train de se pencher sur la question de met son satellite en orbite, de déployer des structures qui seront constructibles directement en orbite. Disposer d'un super gros lanceur pour, envoyer juste des satellites, je sais pas. Je crois moyen. Il faut voir, développer des projets similaires à Starship, oui, mais il faut avoir l'ambition commerciale qui va avec et les moyens parce que SpaceX, s'ils veulent demain et s'ils veulent emprunter 5 milliards, ils peuvent. Je vois mal, Ariane Group dire, demain, «Bon, bah, on engage 5 milliards sur notre projet». D'une part, ils le feront pas, mais en plus, personnellement, ça m'étonnerait très fort. Je peux parler des différences, Starship versus Themis. Ah bah, c'est pas du tout la même chose. Themis, c'est un démonstrateur européen, qui normalement devrait voler en 2023 ou 2025, entre les 2 probablement, avec des moteurs réutilisables, Prometheus, qui sont donc des en Europe. Ça c'est un prototype d'étage. Donc là, il sera réutilisable, il est là pour tester en gros, les lanceurs réutilisables façon Falcon 9 Europe. Finalement, c'est pas vraiment un concurrent de Starship. Les différences, elles sont fondamentales dans le sens où Starship, c'est vraiment un vaisseau qui est capable d'aller en orbite et normalement d'y revenir en un seul morceau. Il serait entièrement réutilisable. Themis, c'est pas son rôle. Un prototype d'étage, donc il arrivera à, je sais pas, 35-60, peut-être 100 kilomètres d'altitude, mais il viendra finalement se poser soit à son point de départ, soit sur une barge en mer et c'est un succès que je souhaite très fort pour les Européens, mais c'est un projet qui a pris, pas mal de retard depuis son commencement. J'espère qu'on va mettre la gomme là-dessus. Continue de prendre les questions dans l'ordre où elles sont arrivées, tant qu'on me dit pas d'arrêter, pour le moment je continue, hein. Hem Qu'est-ce que je pense? Des nouvelles déclarations d'Elon Musk signalant qu'il compte récupérer le Starship via une sorte de corde tendue qui attraperait Starship via ses ailerons. Oui, alors moi aussi ça me semble très illusoire. Pour moi, c'est encore une fois mon avis tout à fait personnel, je pense que,
méthode d'atterrissage vertical qui est aujourd'hui testée avec Starship. Ça fonctionne pas, ça on l'a tous vu et je pense que c'est un point dur technologique, c'est-à-dire que, sans doute que quelque part lors d'une réunion d'ingénierie, on commence à des réunions d'ingénierie, on commence à se dire: «Ça marche pas et ce sera compliqué d'y arriver». Quand c'est compliqué d'y arriver, Elon Musk, il a tendance à passer à autre chose, donc à chercher d'autres pistes, et je pense que c'est pour ça qu'il s'est un petit peu ouvert sur Twitter sur cette fameuse nouvelle méthode. Peut-être qu'ils vont la mettre en place, je ne dis pas le contraire. À mon avis, c'est surtout là pour illustrer le fait que, l'atterrissage pour le moment, c'est un vrai point dur. Alors, est-ce que je pense que sur la décennie 2020, la Chine va rentrer dans la coopération spatiale mondiale, plus qu'avec Roscosmos, ou continuer sa route toute seule? Alors pour le moment, malheureusement, c'est pas vraiment la Chine qui décide. Que depuis, la fin des années 90, la Chine, était mise de côté, par les États-Unis. Les États-Unis interdisent maintenant formellement, les opérateurs de satellites américains de lancer avec la Chine, y compris, pour ceux qui ont des composants, américains et qui ne sont pas américains. Il y a toutes les règles, qui passent sous la fameuse bannière ITER, et en gros cette coopération, elle est hyper difficile aujourd'hui parce que, bah, les Américains bloquent des 4 fers, hem, continueront de le faire parce qu'ils sont en opposition avec la Chine, donc je ne vois pas actuellement la Chine rentrer dans cette fameuse scène internationale, y compris sur le plan de la coopération. C'est-à-dire que la Chine, serait sans doute très intéressée à faire une station spatiale vraiment internationale, c'est-à-dire sur un pied d'égalité avec la Russie ou les États-Unis. Pour le moment, elle n'en a pas le droit et je ne vois pas à évoluer. En ce moment, effectivement, ils font des accords avec Roscosmos, avec les Russes. J'aimerais bien voir ce que ça va donner, notamment autour de la Lune et je pense que ça, c'est absolument passionnant. Mais c'est pas vraiment le sujet ce soir parce que, c'est quand même de parler de SpaceX. SpaceX vis-à-vis de la Chine, pour le moment, c'est zéro. Il y a rien. Alors il y a l'atterrisseur lunaire que est-ce que je peux parler du modèle d'atterrisseur lunaire de Starship? Je sais pas du tout où ils en sont, il y a une maquette, de ce prototype, enfin une maquette d'une partie d'atterrisseur lunaire, qui est, sur le site de Boca Chica au Texas, mais je pense pas qu'elle soit complète à l'intérieur. Et je ne sais pas où ils en sont parce que, tout simplement, SpaceX n'en parle pas, Elon Musk n'en parle pas pour de bonnes raisons. En gros, tout le monde est tenu au silence puisque, un contrat, qui est en un espèce de concours, au service de la NASA avec, contre la National Team, qui est constituée avec les alliés de Blue Origin et contre, Dynetics, autre entreprise tout à fait capable. Hem, on n'en sait pas plus sur aucun des 3 concurrents. Parce que leur proposition, elle tient bien la route, d'autant que Starship, un projet qui va être développé, en tout cas dans les prochaines années, quoi qu'il arrive. Ils ont tout intérêt à vendre ça à la NASA en leur disant: «Bon, bah, écoutez, nous, on développe de toute façon Starship, vous raccrochez les wagons avec nous pour un prototype lunaire ou pas, c'est votre problème, mais le problème, c'est que, il risque d'y avoir, en même temps que vos missions avec, les concours de la Lune, un Starship habité, quoi». Donc, je pense que politiquement, ce serait une bonne chose que la NASA les sélectionne. Je sais qu'il y en a certains qui vont grimper au plafond quand je dis ça. Mais je pense que politiquement, ils vont être sélectionnés. C'est je sais pas personnellement si l'atterrisseur lunaire comme il est prévu aujourd'hui, le jour, ça, je sais pas et surtout pour 2024, je pense que c'est encore un calendrier qui est particulièrement ambitieux, que ce soit pour SpaceX ou pour ses concurrents.
si SpaceX aurait une idée de station spatiale navette avec Mars, partons, qu'ils ne visent que des lancements directs. Bah, pour eux, la navette, c'est, si tu veux, c'est Starship, quoi. C'est un lanceur heu, qui fait navette, avec la Terre dans une certaine version avec un bouclier, thermique et elle fait navette avec Mars, dans une autre version probablement mais avec des voyages directs. Non, je pense pas qu'ils s'amuseront, ça ne marche pas évidemment, pas qu'ils s'amuseront à faire un véhicule intermédiaire ou en tout cas, c'est pas eux qui le feront. Qu'il est tout à fait possible qu'arrive un moment, ben, il peut y avoir une autre entreprise qui pourrait se greffer sur le projet de SpaceX en par exemple, Axiom Space, disant: «Bah, écoutez, nous fait une station autour de la Terre avec un port d'amarrage à Starship. Vous pouvez y venir, y amarrer vos touristes, en attendant un départ pour Mars. Vous partez de chez nous, quoi». C'est tout enfin, c'est si jamais, Starship fonctionne, c'est tout à fait envisageable. La logique commerciale dans laquelle est le secteur américain, je pense que ça va genre de propositions qui vont se faire. Mais c'est encore très lointain, enfin, pour les voyages habités vers Mars, je sais que Elon Musk, pour la fin de la décennie, mais moi j'ai un peu de mal encore. Ouais, peut-être que je m'y mettrai, mais là on est en 2021 et j'ai encore un peu de mal. Hem, Est-ce que les agences nationales prévoient déjà une future utilisation martienne de Starship? Non, enfin en tout cas j'en ai pas vu. C'est certain que ça titille tout le monde, hein. Pour le moment la mode c'est la Lune, mais le Mars on y reviendra, hein. Est-ce que Musk est-ce que Musk passera le pas, ne s'occupera de la partie logistique? Je pense que SpaceX, ça restera une entreprise qui sera très, connectée à la NASA et à ses projets, en fait. Hem, Ils seront toujours proches de ce que la NASA veut, toujours proches de ce que le gouvernement américain veut. Je pense qu'ils seront toujours proches de ce de ce que les gens veulent, en fait. Dans le sens où, bah, si d'un coup il y a un nouveau marché qui arrive, je sais pas, en l'occurrence il y avait la connectivité mondiale, mmh, il y avait une forte demande en 2015 pour ce type de projet et elle est toujours forte aujourd'hui, on le voit parce qu'il y a d'autres gens qui s'y mettent, donc ils s'y sont mis. Base, SpaceX, ils font pas des satellites, ils s'y sont mis parce qu'ils ont vu un marché et ils ont vu une opportunité pour se faire énormément d'argent avec. Pour le moment, bah, ça leur fait pas d'argent, mais j'ai un peu de mal à leur donner tort. Est-ce qu'il est possible que dans les années futures, on assiste à l'émergence de nouveaux acteurs du spatial? Oui, 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 bah, il y en a d'autres qui arrivent, il y a tout un train de jeunes acteurs qui arrivent avec des dents très, très longues. Tu vu là en début de semaine, il y a eu un contrat pour, je sais plus, j'ai plus en tête, je crois que c'est 37 lancements pour, ABL Space, de la part de Lockheed Martin aux États-Unis. ABL Space, c'est une société qui a pas encore envoyé un seul lanceur en orbite. C'est une entreprise qui a été fondée par des anciens de SpaceX et de Blue Origin. Ils ont une aura, respectable, heu et oui, je suis sûr qu'il va y avoir des nouveaux acteurs et il y en a des anciens qui vont se planter, hem, qui vont disparaître, peut-être pas totalement, mais en tout cas, devenir un petit peu anecdotiques par rapport à leurs capacités. Il y a des nouveaux qui vont apparaître parce qu'il y a une demande en particulier. C'est déjà vu, on dit souvent, SpaceX a attaqué, Arianespace et cetera et cetera. Arianespace, ils sont toujours là, mais il y a une autre entreprise qui a quasiment été coulée par, SpaceX et ça c'est on dit souvent, c'est l'entreprise russe, enfin américano-russe, ILS, commercialise Proton. Proton, c'est mort. Enfin, Proton, ils ont annoncé, passage de Proton en Angara pour 2025. Heu,
Proton, c'est fini faute de ça c'est fini faute de contrat. Je m'excuse, je vais boire un coup parce que alors SpaceX peut-il créer un marché qui n'existe pas aujourd'hui? Ça commence à devenir oui, enfin possible. Ça commence à devenir un peu difficile parce que, marché entier, même avant, Starlink, il y avait quand même déjà des satellites de communication, enfin de communication pour internet. Ça existait déjà avant eux, ça existera sans doute après eux, c'était déjà un marché qui existait. Mais par contre, le coup de mettre une super constellation, ça c'est eux. Hem, donc de la même chose, avoir un lanceur qui est entièrement réutilisable et qui fait navette. On connaît tous les navettes américaines, c'était pas rentable, mais ça marchait quand même plutôt très bien. Je sais, oui, il y a eu les 2 accidents, mais enfin quand même, 135 vols, ça a quand même plutôt très, très bien marché. Et donc techniquement, c'est déjà un marché qui existe, donc il faudrait vraiment trouver, une niche qui a pas du tout été activée et je pense pas que SpaceX irait dessus. Donc est-ce qu'ils peuvent créer un marché? Oui, mais il faudrait trouver lequel. Je doute pas qu'ils ont plein de trucs dans les cartons par contre. On parle parfois de projets de sondes spatiales hyper ambitieuses, vers Uranus et Neptune. L'apport pourrait avoir le Starship là-dessus? Ben, oui, bah, c'est-à-dire que plus on peut envoyer de masse en orbite autour de la Terre, plus on peut envoyer, de trucs avec un moteur et du carburant. Si on veut envoyer, une petite sonde d'exploration, forcément un orbiteur, parce que l'orbiteur c'est embêtant, il faut freiner. Bah, c'est-à-dire, si on veut envoyer un orbiteur vers Neptune, moment arrivé à Neptune, va falloir qu'il freine et c'est là que ça risque de mais envoyer des petites sondes en tout cas, étudier correctement, différents phénomènes physiques, étudier simplement prendre des photos HD des lunes, Vénus ou de Neptune avec un Starship à pas cher, bah, c'est vachement avantageux parce que, on prend une sonde, classique, même une qui a déjà été faite, on s'en fiche, on la réplique. Faut pas croire que ça coûte pas cher, mais enfin quand même, c'est moins cher. On réplique et puis on lui colle un gros moteur, à propulsion solide, à l'arrière, puis, on le fait cramer, pour quitter, la Terre et ça va faire gagner énormément de vitesse à la sonde. Pour peu de jouer un petit peu avec la mécanique orbitale derrière, ça permettrait, oui, oui, éventuellement d'avoir des véhicules qui vont vers Uranus ou Neptune ou d'autres, nations un peu exotiques, du système solaire, moins cher. En tout cas, être, à budget équivalent pour être plus ambitieuse peut-être. Quelle réponse donne Musk à l'absence de système de sauvetage sur Starship? Je crois que leur, argument principal est de dire, la fiabilité, je crois. C'est-à-dire que si elle décolle, ils peuvent toujours, s'il y a un problème avec Super Heavy, ils peuvent toujours, séparer, Starship et le faire atterrir. S'ils ont un problème avec Starship, il y a, suffisamment de moteurs pour faire un système redondant qui puisse ensuite se poser, correctement. Je vous avoue que ça me stresse un peu quand même, heu, que c'est pas des solutions qui paraissent en tout cas aussi, sécurisées que, que tout simplement une tour de sauvetage, quoi. Une tour de sauvetage, bah, il y a un problème, on s'éjecte et en sécurité. Les solutions qui sont proposées sur Starship, bah, c'est, éjecte Starship et on prie pour qu'il y ait encore un moteur qui marche, quoi. C'est un peu moi je trouve ça pour le moment un petit peu léger. Peut-être qu'un jour il y aura une solution, connexe, je sais pas. Alors Starship, à défaut d'ouvrir la porte vers Mars,
vous ouvrez la porte vers des charges utiles, pas payload, hein, c'est en français, de grande taille. Les projets LUVOIR, oui, bah, alors le télescope LUVOIR, un peu le seul, aujourd'hui à considérer très sérieusement, l'utilité d'un Starship. Que dans la proposition de projet pour le télescope LUVOIR, alors si vous connaissez pas, allez voir parce que c'est absolument génial. Ce serait un espèce de giga successeur pour le JWST, télescope James Webb, qui est même pas encore en orbite. LUVOIR, dans la proposition pour LUVOIR qui a été faite à la NASA, une des solutions envisagées, c'est d'utiliser justement, Starship, il y a une capacité folle et un volume fou, dans cette possible coiffe. Hem, ouais, c'est cool. Pour le moment, je crois pas qu'il y ait d'autres, charges utiles de très, très grande taille, qui soient considérées. Heu, alors au niveau du HLS, est-ce que je pense que Starship est un concurrent viable? Oui, tout à fait. Enfin, j'ai même plus ou moins un petit peu dit avant. Je pense que c'est un projet qui est viable, ouais, plus ambitieux que les autres. Il paraît plus ambitieux que les autres parce que, hem que c'est la taille de Starship, en fait. Il paraît plus ambitieux que les autres parce qu'il se pose à la verticale et cetera. Hem, mais voilà, après, je pense pas que ce soit beaucoup plus ambitieux que la proposition de Dynetics, par exemple, même si cette dernière, elle paraît plus traditionnelle. Faut s'arrêter à la forme, il faut s'arrêter, je pense, aux moyens de SpaceX, et c'est là que ça va se jouer, en fait. Et bah, le temps que je descende dans les questions. Et du coup, de développement de Starship. Enfin, aujourd'hui, non. C'est-à-dire que, dans la conférence où, milliardaire, je sais plus son prénom, mais monsieur Maezawa, quand il a présenté son projet avec Elon Musk, il y avait une question, qui concernait le développement de Starship et le coût du développement. Je crois qu'il avait estimé ça à entre 2 et 5 milliards. C'est peut-être le chiffre que j'ai en tête, mais, dans tous les cas, ça coûtera des milliards. Ça, c'est une certitude. Hem, parce que d'attendre, qui vont aller, à la dizaine de milliards, mais bon, je ne sais pas et en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on ne sait pas bien à coûter Starship jusqu'à maintenant. Heu, on peut toujours essayer de se faire des chiffres, mais c'est très compliqué parce que, bah, ça inclut le site, ça inclut le développement, ça inclut, les prototypes, les moteurs, trucs qui ont été abandonnés aussi parce que, à la base, Starship, c'était aussi censé être, construit dans le port de Los Angeles, donc ils avaient loué, une partie du port de Los Angeles. Enfin, il y a eu plein d'essais comme ça qui ont été abandonnés par la suite. Bah, tout ça, ça coûte aussi, on va voir, hein, mais si un jour, il y a un chiffre qui tombe pour le développement de Starship, j'aimerais bien le connaître. Alors si les affaires de Starlink se passent mal, qu'est-ce qui pourrait constituer le point de rupture du projet? Bah, ça dépend lequel, le projet Starlink ou le projet Starship. Mmh. Les affaires de Starlink se passent mal, ce qui est certain, c'est que SpaceX, ils vont avoir du mal à boucler, le projet financier pour la suite. C'est là aussi un programme qui coûte très, très cher, censé financer, le développement de SpaceX après. Arrivé un moment, je sais pas, peut-être ils emprunteront plus sur les marchés ou alors ils se trouveront réduction des ambitions, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Hem, voilà, je sais pas trop si les affaires de Starlink se passent mal, va mal se passer pour SpaceX. Mais en tout cas, il faut un moment,
que cette affaire-là, elle soit rentable relativement vite. C'est-à-dire que je pense qu'avant 2002, enfin fin 2022, début 2023, il faudra que Starlink soit très amplement rentable. À cet horizon-là, ils auront dépensé, des milliards, encore une fois. Bah, pour le moment, ces milliards-là, ils les empruntent. Heu, Emprunter, longtemps, mais comment les gens ils finissent par, quoi. Par cas, je suis désolé pour la qualité de mon micro, c'est sûr je sais qu'il est moins fort que, normal, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai un petit garçon qui court dans ma maison et un peu de bruit. Je à mon casque. Part de son temps passe Elon Musk, chez SpaceX? J'en sais rien. Il passe pas beaucoup de temps chez Boring Company, ça c'est certain. Hem, je pense que la plupart de son emploi du temps, pour peu que je le connaisse et ça m'intéresse pas fondamentalement plus que ça, il prend son temps entre Tesla, SpaceX, en sachant que son temps chez SpaceX, pardon, est amplement dévolu, au projet Starship. Maintenant, monsieur habite au Texas et je pense qu'il passe beaucoup de temps sur le site à Boca Chica, tout simplement parce que, bah, c'est là qu'il y a des pointures, c'est là qu'il faut avancer, c'est là qu'il y a des problèmes. En plus, ben, Tesla a une nouvelle usine au Texas, ça tombe bien. Bah, ça lui permet, je pense, de faire, le retour de façon relativement rapide, peut-être pas en une journée, mais, une fois par semaine, entre ces gros projets-là. Qu'est-ce que je pense de Phobos et Deimos? Ce sont des lunes de Mars. On sait aussi les plateformes de SpaceX, que SpaceX des plateformes offshore que SpaceX a rachetées, hem, qui faisaient avant du forage d'exploration pétrolier, apparemment. J'en pense rien du tout pour le moment, elles sont en travaux. Il y a une des 2 qui est plus avancée que l'autre et qui pourrait éventuellement accueillir, lancement, voire un atterrissage de Starship pour l'année à venir. Heu, j'y croirais, j'y croirais vraiment quand ils sauront maîtriser l'atterrissage. Hem, heu, ouais, pour le moment, ça me paraît un peu lointain. Après, c'est un projet qui est vachement intéressant pour SpaceX parce que pour le moment, Boca Chica, c'est un site qui est contraint. C'est-à-dire que, bah, quand il faut faire, un lancement, bah, il faut bloquer la plage. Quand il y a quelque chose qui explose, il faut absolument tout nettoyer parce que, ben, autour, ce sont des réserves naturelles. Il faut exproprier les champs du village, ça coûte cher, c'est pas de la bonne, réputation pour SpaceX. Hem, c'est depuis le large, depuis la mer, bah, ça a beaucoup d'avantages. Du moment où ils savent, lancer et récupérer régulièrement, Starship, soit Super Heavy, soit les 2, ils auront tout intérêt à le faire avec des plateformes. Il faut encore que ça marche, mais si on se met dans l'état d'esprit où ça marche, il y a pas de raison que ce soit des mauvais projets. Merci Titan. Alors quel avenir pour Spationaute? Alors Spationaute, c'est mon site que j'ai tenté de convertir en magazine, cette année. Je vais pas me faire de la pub parce qu'on est quand même sur, la conférence de Laika et je les respecte trop pour ça. Hem, Spationaute, c'est mon blog, pour le moment, il n'est plus actualisé depuis, on va dire 6 à 8 semaines. Je vais réécrire, des posts de blog, tranquillou, quand l'envie sera un peu revenue, mais l'aventure, magazine, ça m'a un petit peu, forcément calmé, hein, c'était pas une mauvaise aventure, mais en tout cas, c'était très intense pour moi et j'ai besoin d'un petit peu, de lever le pied, sur le plan de l'écriture. Donc je me suis donné d'autres projets, vous inquiétez pas, vous allez encore me voir écrire, mais en tout cas, Passionnat, ça va revenir à un petit rythme. Merci pour vos réponses. On va bientôt s'arrêter, je vais prendre une ou 2 dernières questions. Hem
qu'on a une idée de l'impact écologique du programme Starship avec la quantité d'ergols utilisés par le lanceur? Moi, honnêtement, non, j'ai pas d'idée précise de l'impact écologique de ce programme. Ce sera pas extraordinaire, dans le sens où, bah, tous les moteurs sont au méthane, donc gaz à effet de serre, ça se pose. Après je suis pas spécialiste environnementaliste, d'autres savent le faire beaucoup mieux que moi. L'impact écologique sera forcément négatif, ça c'est une certitude. Après, SpaceX a mis en place quand même quelques procédures, enfin quelques méthodes pour éviter, de trop polluer, notamment, vu, l'année dernière, ils avaient un brûlot, enfin, on appelait ça le flare stack, je ne sais pas si ça se traduit vraiment en brûlot en français. Hem, et cette année, ils l'ont plus, c'est-à-dire que le méthane qui sort des réservoirs est réinjecté, dans les le méthane qui s'évapore des réservoirs est réinjecté circuit, heu, dans le circuit plutôt que d'être brûlé à l'extérieur. Donc il y a des efforts qui sont faits comme ça chez SpaceX. La torchère, merci beaucoup. Hem, des efforts qui sont faits chez SpaceX pour, tenter de limiter un petit peu cet impact environnemental. En tout cas en façade, ça les inquiète et ça les concerne. Il faut se réjouir de ce genre d'initiative, mais heu, je ne pense pas que le programme réussisse un jour à devenir, heu, environmentally friendly comme ils disent les Anglais. Donc ouais, ce sera toujours un impact négatif, mais voilà, ils peuvent essayer de des solutions. L'idée de la biomasse, c'est pas une mauvaise idée. Je sais que, SpaceX va tenter de produire son propre, hem, ses propres, réserves d'oxygène, de méthane, sur place. Mais voilà, pas vraiment un domaine que je connais en particulier, donc une fois, je vais attendre de voir ce qui se fait à Boca Chica, puis, je serai content de pouvoir en parler après. C'est vraiment super sur ce programme. Observer, de près, de loin, il y a des gens qui le survolent en avion, qui passent tous les jours à côté en voiture. C'est vraiment un programme qu'on peut suivre, quasiment de l'intérieur et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un énorme intérêt de la part du public pour ce programme. En plus, bon, explosion, ça fait toujours, bien sur les streams. Hem, voilà, il y a aussi un intérêt du public, de voir des trucs qui ne marchent pas et qui progressent. Donc ça, bon ça, il y a beaucoup de monde en Europe notamment, je pense qu'ils l'ont pas encore compris. Rater des trucs et si on en parle bien, bah, ça peut peut-être mieux passer que si on n'en parle pas, on développe les choses dans notre coin. Mmh, dernier mot, oui, ça va être la dernière question, parce qu'il va falloir que j'y aille de toute façon. Un mot sur le projet de ville Starbase que SpaceX voudrait, sur Boca Chica et ses alentours. Hem, tout ça, c'est un petit peu dépendant du projet Starship. Si Starship fonctionne, ils ont toujours le droit de décoller régulièrement de la base de Boca Chica, elle va continuer à se développer. C'est triste très triste même pour le parc, national, enfin pour le zone, protégée, l'espèce de Natura 2000 qu'ils ont sur les plages qui sont autour. Hem, et je pense que le site va continuer de se développer parce que, bah, il faut des habitations pour les travailleurs de SpaceX. Pour le moment, il y en a beaucoup qui vivent dans des caravanes, donc ça c'est bien quand on a 20-22 ans, mais c'est pas forcément une solution sur le moyen ou sur le long terme. Hem, donc il va y avoir, ouais, ça va se construire et je pense que SpaceX a tout intérêt à investir vraiment, au moment où ils ont de l'argent, à investir sur la zone pour en faire quelque chose, pour rejoindre un petit peu leur vision de long terme. Je verrais bien moi, par exemple, faire une université SpaceX.
parce que bon, bah, de toute façon, ils récupèrent déjà les gens qui sont diplômés à la fin de leur diplôme, mais ils pourraient tout à fait faire une filière SpaceX, université SpaceX, Brownsville ou à Boca Chica même, là sur la Starbase. Ils pourraient faire plein de choses. Enfin, il y a plein de possibilités du moment où ils ont de l'argent et que techniquement ça suit. Hem, Imaginer beaucoup de choses et je pense que le site, peut vraiment se développer pour, devenir un nouveau pôle, hors national et peut-être ensuite international, sur le spatial. Comme l'est aujourd'hui, Cape Canaveral et la base de Kennedy, mais voilà, ce sont des grands sites, touristiques, c'est une base de l'US Air Force, hem et voilà, il y a énormément de travailleurs sur place, des sous-traitants, des gens qui proches du projet, il faut voir, ouais, il faut voir si SpaceX a tout intérêt à rapatrier un moment les activités de Starship vers la Floride, ce qui est une possibilité, ou alors s'ils ont tout intérêt à pousser leur avantage, au Texas avec le soutien éventuel des autorités, pour faire de ce site-là leur, base numéro un. Ouais. J'aime pas trop le base, je ça fait très un peu trop SF pour moi, mais je pense que le projet en lui-même, il a une logique qui est intéressante. Bah, moi, je vais m'arrêter là. Je vais laisser le dernier mot, je pense, Thibaut, au staff de chez Laika. Je voudrais les remercier, de m'avoir laissé la possibilité de faire cette, petite conf, cette petite présentation. Voilà, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. D'après les retours, oui, et moi je suis très content. Donc je vais vous laisser et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Eric, pour ton intervention, c'était très intéressant. Merci à tous d'être venus aussi nombreux et d'avoir des questions, aussi intéressantes et on espère vous revoir, nombreux la prochaine fois. Restez sur le Discord pour plus de nouvelles et à bientôt. Salut.